1924, un groupe d'archéologues a fait une découverte étrange. Dans un monastère abandonné de Provence, ils ont trouvé une série de manuscrits, scellés, cachés dans des jarres en terre cuite. Les documents étaient écrits en latin, mais il y avait aussi des annotations en grec et en arabe. Ils décrivaient la préparation d'onguents médicinaux. Des onguents que les moines avaient rassemblés au fil des siècles. Ce n'eût été pas leur propre formule. C'eût été des transcriptions, des savoirs plus anciens, apportés par des pèlerins et par des guérisseurs venus de terres lointaines. Ces voyageurs passaient par le monastère. Ils cherchaient un refuge, une nuit de repos, un peu de chaleur et parfois une aide pour le corps. Ce qui rendait ces manuscrits uniques, ce n'était pas seulement leur âge, c'était leur regard. Ils ne parlaient pas de la maladie comme d'un ennemi. Ils parlaient du corps comme d'un territoire à restaurer. Chaque ongle avait un but précis, rendre aux tissus leur capacité à se régénérer, calmer le teint inflammation, fermer les plaies, soulager la douleur qui s'installe dans les articulations. Ceux qui ont étudié ces textes ont remarqué quelque chose de troublant. Les formules correspondaient à des préparations connues ailleurs, dans des papyrus égyptiens, dans des traités perses, dans des textes ayurvédiques, comme si des civilisations séparées par des océans étaient arrivées aux mêmes conclusions en observant le même corps humain. Cet audiobook rassemble 12 de ces onguents, 12 préparations qui ont traversé le temps, des onguents utilisés par des prêtres, des moines et des guérisseurs. Ils n'avaient pas d'autre pharmacie que les chants, pas d'autre guide que l'observation patiente de ce qui fonctionne. Chapitre 1. L'Onguent du Arnica, le baume des guérisseurs des Alpes. Dans les villages dispersés des vallées alpines, l'hiver durait plus longtemps que toute autre saison. Pendant des mois, les chemins disparaissaient sous la neige. Et pourtant, dans ces montagnes, les habitants connaissaient une fleur depuis des temps immémoriaux. Elle poussait sur les prairies des altitudes, là où l'effet devient plus rare, là où le froid punit tout ce qui tente de survivre. C'était une petite fleur, aux pétales de sang jaune intense. Elle apparaissait lorsque le printemps commençait à faire fondre les cimes. Les bergers lui donnaient différents noms selon la vallée. Mais avec le temps, un nom s'est imposé, Arnica. Et ceux qui la connaissaient le savaient. Cette plante modeste gardait dans ses pétales quelque chose que le corps humain reconnaît immédiatement. Les guérisseurs de ces montagnes n'avaient pas accès aux officines, ni aux médecins formés dans les universités. Ils avaient un savoir hérité, transmis à voix basse, pendant les longues nuits d'hiver, et ils avaient les plantes de leur terre. L'Arnica occupait une place particulière. Ce n'était pas une plante pour n'importe quel mal, c'était la plante du choc, de la chute, du muscle meurtri après une journée à porter du bois sur des sentiers raides. C'était leur réponse quand le corps subissait l'impact, dit une vie dure. La préparation de l'onguent suivait un processus sans hâte, sans raccourci. Les fleurs devaient être récoltées à un moment précis, quand le soleil était haut. Mais avant que la chaleur de midi ne les flétrisse, les guérisseurs préféraient les fleurs tout juste ouvertes, celles dont les pétales gardent encore la fermeté du neuf. Ils les cueillaient avec soin, sans arracher la plante, parce que Fully savait une chose simple. La même plante donnerait d'autres fleurs la saison suivante si on la traitait avec respect. C'était une manière de comprendre la nature, qui semble, aujourd'hui, presque oubliée. On ne prenait pas tout, on prenait le nécessaire. Une fois récoltées, les fleurs séchaient à l'ombre. Plusieurs jours. Le séchage était lent, délibéré, exposé au soleil direct. Elles perdaient une part de ce qui les rendait précieuses. Les guérisseurs observaient tout. La couleur des pétales, le parfum, la texture sous les doigts. Quand le moment était venu, les fleurs étaient mises à macérer. Dans de la graisse animale ou dans de l'huile d'huile d'olive, selon ce que chaque famille avait. La macération durait des semaines. Certains la laissaient reposer une lune entière. Ils pensaient que le cycle lunaire influençait la puissance du remède. Deux autres attendaient simplement, jusqu'à ce que les huiles prennent une teinte dorée sombre et un parfum sans équivoque. Le song obtenu se conservait dans des pots, en terre cuite ou en verre sombre, toujours loin de la lumière et de la chaleur. S'il était bien gardé, il pouvait durer des mois. Et dans beaucoup de maisons alpines, il y avait toujours un pot prêt. Parce que le moment d'en avoir besoin arrivait souvent. Une chute sur la glace, un choc contre une roche, une cheville qui cède sur un chemin irrégulier. La montagne offre de nombreuses occasions pour que le corps encaisse. L'ostéo-application avait ses règles. L'onguent ne s'utilisait jamais sur une plaie ouverte, ni sur une peau abîmée au point d'avoir perdu son intégrité. Les guérisseurs étaient très clairs. L'Arnica est pour le choc fermé, pour le témématome sous la surface, pour le gonflement après le impact. On le t'appliquait avec les mains propres.
en quantité modérée. On frottait doucement la zone, sans force. On ne massait pas brutalement. On laissait l'ulsong pénétrer à son rythme. Certains couvraient ensuite un tissu tiède pour favoriser l'absorption. Des autres laissaient la zone à l'air et répétaient l'application plusieurs fois par jour. Ce que ces guérisseurs observaient, encore et encore, c'était toujours la même chose. Le gonflement cédait plus vite. L'hématome, qui mettait parfois des semaines à disparaître, passait ses couleurs plus rapidement. Et la douleur, cette compagne inévitable du choc, devenait plus supportable en moins de temps. Il ne parlait pas de miracle, ni de guérison instantanée. Il parlait d'aider le corps à faire ce qu'il sait déjà faire, mais plus efficacement. Avec le temps, la réputation de Longdarnica a dépassé les vallées. Des voyageurs, soignés avec lui, emportaient les histoires vers 2 autres régions. Des herboristes de villes lointaines l'ont ajouté à leur catalogue, et des médecins, dits à bord méfiants, ont fini par reconnaître qu'il y avait là quelque chose qui méritait attention. La petite fleur jaune, qui ne pousse que tant en altitude, là où l'éther est plus pur, est devenue l'un des remèdes les plus recherchés contre les coups et les contusions. Aujourd'hui, bien des générations plus tard, le Songo des Sarnica est toujours présent. Dans des foyers du monde entier, ceux qu'ils sont déjà utilisés le gardent souvent avec le même soin que les bergers alpins gardaient leur pot de terre. Ils le savent. Quand le coup viendra, quand le corps recevra un choc qui laissera sa marque sous la peau, il y aura une réponse, pas une promesse vide. Un savoir qui a prouvé sa valeur à travers les siècles, sur des milliers de corps. Un soulagement né d'une fleur jaune qui pousse entre les roches des plus hautes montagnes. Chapitre 13. Les Jiangans de mirage. La résine sacrée des prêtres égyptiens. Dans l'Égypte ancienne, là où le Nil dictait le rythme de la vie et où les temples s'élevaient comme des montagnes de pierre, certaines substances valaient plus que les ors. La myrrhe en faisait partie. Les prêtres qui gardaient les secrets des temples la considéraient comme un don des dieux, une résine provenant d'arbres poussant dans des terres lointaines, amenée en Égypte par des routes commerciales qui traversaient les déserts. Son parfum était inoubliable, dense, profond, capable de remplir une salle entière avec quelques gouttes. Mais la myrrhe n'était pas seulement un parfum, c'était une médecine, et les prêtres égyptiens en connaissaient des usages qui mettraient des millénaires à être compris ailleurs. Les arbres à myrrhe poussaient surtout dans les régions que nous appelons aujourd'hui la Somalie, le Yémen et l'US-Éthiopie. C'étaient de petits arbres noueux, des apparences modestes, mais de leur écorce se s'écoulait une résine qui durcissait au contact de l'éther, formant de petites larmes ambrées foncées. Ces larmes étaient récoltées avec soin par des collecteurs expérimentés. La qualité dépendait du moment de la récolte, de l'essage de l'arbre, du climat de l'année. Les meilleurs lots valaient des fortunes. Seuls les temples et les palais royaux pouvaient se les offrir. En Égypte, la myrrhe avait de nombreux usages. Elle entrait dans les rituels funéraires, dans les onguents servant à préserver les corps. Elle brûlait comme encens sacré. Mais les prêtres médecins découvrirent autre chose. Cette résine aidait aussi les vivants. Ils préparaient des onguents en mélangeant de la myrrhe réduite en poudre avec des huiles végétales. Ils obtenaient des baumes sombres que ils appliquaient sur les plaies, les ulcères cutanés et les zones enflammées. Les papyrus médicaux qui ont survécu mentionnent la myrrhe comme l'un des ingrédients les plus précieux pour soigner la peau. La préparation commençait par le broyage de la résine sèche. La myrrhe était dure, résistante. Il fallait patience et force pour la réduire en poudre fine. Cette poudre était mélangée à de l'huile d'olive ou de sésame. Le tout était chauffé doucement, juste assez pour permettre à la résine de se dissoudre partiellement et de transmettre ses propriétés à l'huile. Le résultat était un ongue sombre, au parfum puissant. Il se conservait des mois sans perdre son efficacité. Les prêtres le stockaient dans des vases d'albâtre qui gardaient la fraîcheur même sous le soleil du désert. L'usong de myrrhe était surtout utilisé pour les plaies montrant des signes de corruption. Les Égyptiens ne connaissaient pas les microbes, mais ils observaient. Certaines blessures s'infectaient, des autres non. Ils avaient remarqué que les plaies traitées à la myrrhe développaient rarement le pus malodorant qui annonçait une infection grave. La résine semblait empêcher cette décomposition. Elle maintenait la plaie dans un état favorable à la guérison. On lui appliquait directement sur la plaie propre. Puis on recouvrait avec des bandages de lin, d'une finesse remarquable. La myrrhe servait aussi pour les affections de la bouche. Les prêtres le appliquaient sur les aftes, les gencives enflammées et les muqueuses irritées. Les patients ressentaient moins de douleur et les lésions guérissaient plus vite. Cet usage se transmit à 10 autres cultures.
Même aujourd'hui, la myrrhe entre encore dans certains produits pour les hygiènes buccales. Le savoir égyptien ne disparut pas avec les pharaons. Les Grecs l'adoptèrent. Les Romains l'utilisèrent pour leurs soldats blessés. Les médecins arabes médiévaux l'intégrèrent à leurs traités. Chaque civilisation ajouta ses observations, mais la base resta la même. Une résine du désert, mélangée à de l'huile, appliquée sur le corps pour le aider à guérir. Aujourd'hui encore, ceux qui recherchent des remèdes ancestraux trouvent dans la myrrhe une substance irremplaçable. Son parfum est le même que dans les temples égyptiens d'il y a 4000 ans, et sa capacité à soutenir la guérison continue de s'inspirer le même respect. Chapitre Four. Le nom de Consoude. Le baume des druides celtes dans les terres que nous appelons aujourd'hui le Tuirland, le pays de Galles et la Bretagne, bien avant l'idée arrivée des Romains, vivait une classe de sages. On les appelait les druides. Ils étaient à la fois prêtres, juges, médecins et enseignants. Ils ne laissaient pas de texte écrit. Leur savoir se transmettait oralement, de maître à apprenti, pendant des décennies. Mais leur connaissance des plantes était si profonde qu'une partie a survécu à travers les siècles, préservée par les peuples des champs et des forêts. Parmi toutes les herbes qu'ils utilisaient, une occupait une place particulière. On lui appelait de nombreux noms, mais celui qui est resté est la consoude. Sa réputation de guérisseuse des os et des tissus a traversé le temps. La consoude poussait dans les zones humides, près des ruisseaux, à la lisière des bois, là où le stombre gardait la terre fraîche. C'était une plante aux grandes feuilles rugueuses, avec de petites fleurs blanches, roses ou violettes. Mais ce n'étaient ni les feuilles ni les fleurs qui intéressaient les druides, c'était la racine, épaisse, sombre. Quand on la coupait, elle libérait une substance visqueuse et glissante. C'était là que résidait son pouvoir. Les guérisseurs celtes avaient observé, génération après génération, que cette racine aidait le corps à réparer ce qui était brisé. Plus tard, les anglo-saxons lui donnèrent un nom parlant, Nidbone, celle qui recolle les os. Ce n'était ni un poème, ni une métaphore. C'était ce qu'ils avaient vu, des fractures qui guérissaient plus vite, des tissus qui se régénéraient mieux, des plaies qui se refermaient avec moins de marques. Les druides ne connaissaient pas la science moderne, ils connaissaient les résultats, et cela leur suffisait. La préparation de l'onguent commençait à l'automne, quand la plante avait stocké toute l'énergie de l'été dans ses racines. On les déterrait avec soin, on les lavait, on les coupait en petits morceaux, puis on les écrasait, jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Cette pâte était mélangée à de la graisse animale, souvent de porc ou de mouton. Le mélange était chauffé doucement, pour que la graisse absorbe les principes de la racine. Ensuite, on filtrait et on laissait refroidir. Il se formait alors un ongue dense, de couleur vert foncé. L'usage principal concernait les blessures internes, entorses, contusions profondes, suspicion de fissures osseuses, muscles déchirés par le pied fort. Les druides les faisaient appliquer généreusement, puis bandaient la zone pour maintenir le sanglant en contact avec la peau. Et surtout, ils imposaient le repos. Ils savaient que le fong aidait, mais que le corps avait besoin de calme pour se réparer. Une règle essentielle accompagnait ce remède. La consoude ne devait jamais être appliquée sur une plaie ouverte. Sa capacité à accélérer la régénération pouvait refermer la surface avant que l'us intérieur ne soit propre, ce qui risquait de provoquer de graves infections. Elle était donc réservée aux blessures fermées. C'était une observation médicale remarquable pour une culture sans écrit scientifique. Avec les siècles, l'usage de la consoude se répandit dans toute l'Europe. Les herboristes médiévaux la cultivèrent. Les médecins de la Renaissance l'y étudièrent. Les paysans continuèrent à préparer l'onguent chez eux. Chaque famille avait sa recette, transmise comme un trésor, avec de légères variations, mais toujours la même base. Aujourd'hui encore, la consoude est utilisée par ceux qui se tournent vers les remèdes anciens. Sa racine exsude toujours la même substance visqueuse, comme il y a 2000 ans, et sa réputation reste intacte. La plante qui aide à réunir ce qui est brisé. Chapitre 5. L'onguent de Jambre. La chaleur des maîtres taoïstes. Dans les montagnes de Chine, là où la brume se mêlait aux nuages, et où les temples semblaient suspendus au ciel, vivaient des hommes consacrés à l'étude du corps. On les appelait les maîtres taoïstes. Ils ne cherchaient pas seulement à soigner les maladies, ils cherchaient à comprendre la circulation de l'énergie vitale, cette force invisible qui parcourt le corps humain à travers des canaux subtils. Pour eux, la maladie n'était pas une attaque extérieure, c'était un blocage intérieur, un obstacle empêchant la chaleur et la vitalité de circuler librement. Et parmi toutes les substances qu'ils utilisaient,
Pour rétablir ce flux, le gingembre occupait une place centrale. Le gingembre était cultivé en Chine depuis des millénaires, surtout dans les régions chaudes et humides du sud. Les cuisiniers l'utilisaient pour relever les plats. Les marchands l'exportaient vers des terres lointaines. Mais les maîtres taoïstes y voyaient bien plus. Pour eux, c'était une racine de feu, capable de générer de la chaleur dans le corps, de dissoudre les blocages, de rendre le mouvement aux articulations figées. Ils le considéraient comme l'une des substances les plus yang de la nature, un concentré de chaleur végétale. La préparation de Long suivait des principes précis. La racine fraîche était râpée, jusqu'à obtenir une pâte humide et fibreuse. Cette pâte était mélangée à de l'huile de sésame, l'huile médicinale par excellence en Chine. Le mélange chauffait à feu très doux. Pendant des heures, parfois toute une journée, on veillait à ne jamais brûler la racine. L'huile devait absorber lentement les composés piquants du gingembre. On obtenait une huile dorée, au parfum légèrement brûlant. Puis on y ajoutait de la cire des abeilles pour obtenir la texture de venangue. L'usage principal concernait les douleurs articulaires, surtout celles aggravées par le froid et l'humidité. Les maîtres observaient que certains souffraient davantage en hiver ou les jours de pluie. Pour eux, le froid s'était installé dans les articulations, bloquant l'énergie. L'usong de gingembre apportait la solution. Sa chaleur pénétrait la peau, atteignait les tissus profonds et dissolvait ce froid accumulé. Comme le soleil du printemps fait fondre le givre. Les applications suivaient un rituel. On réchauffait le song entre les mains, puis on le s'appliquait en mouvement circulaire, toujours dans le sens de la circulation sanguine, jamais à contre-courant. Les maîtres enseignaient que le mauvais sens pouvait renforcer le blocage. Après les palpitations, on couvrait la zone avec un tissu chaud, coton ou laine. Et le patient restait au repos, au moins 1 heure. Les effets étaient progressifs mais constants. De s'abord une chaleur réconfortante, puis une détente, puis une amélioration du mouvement. La rigidité diminuait. La douleur devenait plus supportable. Les taoïstes ne promettaient pas de miracle, ils promettaient un processus, une amélioration avec le temps. Le stong était appliqué chaque jour, pendant des semaines, parfois des mois, selon l'ancienneté du problème. Ils l'utilisaient aussi pour les muscles contractés, pour le bas du dos douloureux, pour les épaules fatiguées, pour les pieds épuisés par la marche. Toujours avec la même logique. Apporter de la chaleur là où il y avait du froid, du mouvement là où il y avait stagnation. Le savoir taoïste ne resta pas dans les montagnes. Il voyagea sur la route de la soie, arriva en Inde, puis dans le monde arabe, puis en Europe. Partout, le gingembre fut reconnu comme une racine chauffante. Aujourd'hui encore, ceux qui souffrent davantage quand il fait froid retrouvent dans l'usong de gingembre la même réponse qu'il y a 2000 ans. Une chaleur qui pénètre, qui libère, qui redonne de la fluidité au corps. Chapitre 6. Le nom de curcuma. La racine dorée des sages ayurvédiques. Dans l'Inde ancienne, là où les fleuves sacrés traversaient des plaines fertiles et où les temples s'élevaient comme des montagnes de pierres sculptées, existait un système de médecine millénaire. On lui appelait le Ayurveda. Cela signifie la connaissance de la vie. Pour les sages ayurvédiques, le corps n'était pas une machine qui se brise. C'était un écosystème en quête du s'équilibre. La maladie était un déséquilibre. La santé était une harmonie. Et parmi toutes les substances utilisées pour restaurer cette harmonie, une racine occupait une place presque sacrée. En sanskrit, on le vit appelée Haridra. Le monde la connaîtrait plus tard sous le nom de curcuma. Sa couleur dorée intense devint symbole de purification, de protection et de guérison. Le curcuma poussait abondamment dans les régions tropicales de l'Inde. La chaleur et l'humidité favorisaient son développement. La plante avait de grandes feuilles et des fleurs blanches. Mais ce qui importait se trouvait sous la terre. Ses rhizomes épais renfermaient une substance jaune orangée, si vive qu'elle colorait tout ce qu'elle touchait. Les sages avaient compris que cette couleur n'était pas seulement esthétique, elle portait une puissance médicinale. La préparation de l'eufong suivait un rituel précis. Les racines fraîches étaient lavées, découpées en fines tranches, puis séchées au soleil pendant plusieurs jours. Une fois sèches, elles étaient réduites en poudre fine, une poudre en jaune éclatant. Cette poudre était mélangée à de l'huile de sésame ou de noix de coco. Le mélange chauffait doucement. Pendant ce temps, les sages récitaient des mantras. Pour eux, le Saint-Tension faisait partie du remède. Le song obtenu servait à de nombreux usages, mais surtout à calmer l'inflammation. Ils avaient observé que le curcuma réduisait le gonflement, apaisait les tissus, faisait disparaître les rougeurs.
Ils l'appliquaient sur les articulations douloureuses, sur les muscles fatigués, sur la peau irritée, et l'inflammation diminuait plus vite que sans traitement. Cette application avait ses particularités. Le curcuma colorait la peau en jaune. Parfois, pendant plusieurs jours, ce n'était pas un problème. C'était un signe que l'usong agissait. La zone était couverte avec des feuilles de bananier ou du tissu de coton. On laissait agir pendant des heures. Dans les cas sévères, on renouvelait l'application plusieurs fois par jour. Le curcuma servait aussi à soigner les plaies, coupures superficielles, écorchures, brûlures légères. Les sages avaient constaté que fait cicatriser plus proprement et s'infectait moins. Le usong formait une couche protectrice qui aidait la peau à se régénérer. Dans la tradition ayurvédique, le curcuma accompagnait toute la vie. Les mariés s'y enduisaient avant les noces. Les nouveau-nés en recevaient sur la peau. Les anciens l'utilisaient pour leurs articulations. C'était une plante présente, du berceau à la vieillesse. Le savoir ayurvédique voyagea. Les marchands arabes s'amenèrent vers l'œuf ouest. Les Européens la découvrirent plus tard. Partout, sa couleur fascinait. Ses effets impressionnaient. Aujourd'hui encore, la science moderne étudie ce que les sages savaient déjà. Pour ceux qui cherchent un remède naturel contre l'inflammation et les irritations, le curcuma reste une réponse ancestrale, une racine dorée qui soigne depuis plus de 4000 ans. Chapitre 7. Le tongo de rose de Damas, le baume des médecins arabes. Dans la ville de Damas, où les jardins fleurissaient grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux, poussait une rose différente de toutes les autres. La rose de Damas. Ses pétales renfermaient une huile si précieuse qu'il fallait des milliers de fleurs pour en extraire quelques gouttes. Son parfum était complexe, profond, impossible à imiter parfaitement. Mais cette rose n'était pas seulement admirée pour son odeur. Elle était aussi une médecine. Les médecins arabes médiévaux la vénéraient. Parmi eux, un nom traversa les siècles. Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Au Xe siècle, il écrivit le canon de la médecine, un ouvrage qui resta une référence pendant des centaines d'années. Il consacra de nombreuses pages aux propriétés thérapeutiques de la rose. À cette époque, la médecine arabe avait atteint un niveau exceptionnel. Elle avait préservé les savoirs grecs, intégré ceux de l'Inde et de la Perse, et développé l'art de la distillation. C'est cette technique qui permit d'extraire l'huile essentielle de rose avec une pureté inédite. Avant cela, on utilisait surtout le jus d'eau de rose ou des macérations. Avec la distillation, la puissance de la fleur se concentra dans l'huile. L'umtong de rose était préparé en mélangeant cette huile précieuse avec de l'huile d'épamante douce, une base choisie pour sa douceur et sa capacité à pénétrer la peau. On ajoutait de la cire de papaye pour donner une texture onctueuse. Le résultat était un baume soyeux au parfum envoûtant. Il était conservé dans des flacons sombres à l'abri de la lumière. Avicenne recommandait cet ongue pour les inflammations de la peau, pour les rougeurs, les irritations, les effets du soleil brûlant du désert. Il observait que la rose calmait rapidement les tissus et restaurait l'équilibre cutané. Mais l'ongle de rose avait aussi un autre usage. Il servait à soulager les maux de tête. On le s'appliquait sur le front, les tempes et la nuque. Avec des gestes doux, le parfum montait vers les voies respiratoires et apaisait l'esprit. Beaucoup ressentaient un soulagement rapide. Les médecins arabes le utilisaient aussi pour les plaies délicates, surtout celles du visage. Ils avaient remarqué que la rose favorisait une cicatrisation propre et discrète, sans grosses marques. C'était particulièrement apprécié dans les cours royales, où les apparences comptaient énormément. Le savoir du Avicenne passa en Europe grâce aux traductions médiévales. Les médecins européens redécouvrirent ainsi une médecine avancée. La rose de Damas fut cultivée dans des jardins monastiques et son ongue devint un remède recherché. Aujourd'hui encore, cette rose reste l'une des plus précieuses du monde. Son huile est rare et coûteuse. Mais ceux qu'ils utilisent comprennent pourquoi elle fut tant étudiée, pourquoi elle fut réservée aux élites, pourquoi son parfum est considéré comme le fin des plus parfaits de la nature. Chapitre 8. L'udongan de lavande, le baume des guérisseurs esséniens. Dans les terres arides bordant la mer Morte, là où le soleil frappait sans pitié et où les taux valaient plus que les tors, vivait une communauté particulière. On les appelait les Esséniens. Ils avaient choisi de se retirer du monde. Ils vivaient simplement, portaient des vêtements blancs, partageaient leurs biens et consacraient leur vie à l'étude et aux soins des malades. Les historiens anciens qui les rencontrèrent furent impressionnés par leur savoir médical. Ils avaient développé une connaissance profonde des plantes dans l'un des environnements les plus hostiles qui soient.
Parmi les herbes cultivées avec soin, la lavande occupait une place essentielle. Cette plante aromatique poussait sur les pentes sèches et ensoleillées, là où peu de sautres survivaient. Elle avait des tiges ligneuses, des feuilles grisâtres étroites et des fleurs violettes en épi. Son parfum était frais, pénétrant, purifiant. Les Esséniens la considéraient comme une plante de grande pureté, un don de la création, pour préserver la santé du corps et de l'esprit. La préparation de l'ongle suivait un rituel simple. Les fleurs étaient récoltées le matin, lorsque Fel était pleinement ouverte, avant que la chaleur n'évapore leurs huiles essentielles. Elles séchaient ensuite à l'hutombre, pendant plusieurs jours. Une fois sèches, on les plaçait dans de l'huile d'olive. Le mélange macérait pendant des semaines. On agitait chaque jour pour extraire les principes aromatiques. L'huile parfumée était parfois épaissie, avec de la cire d'œuf d'abeille. Parfois utilisé tel quel, le stonk de lavande servait dès sa bord à soigner les plaies et les brûlures légères. Les Esséniens avaient remarqué que les blessures traitées à la lavande guérissaient plus vite, avec moins de complications. Les brûlures, fréquentes dans cette région brûlante, répondaient particulièrement bien au traitement. Le zong rafraîchissait la peau et formait une protection naturelle. Mais la lavande avait aussi un autre rôle, elle apaisait l'esprit. Les Esséniens le utilisaient contre l'anxiété et l'insomnie. Ils en appliquaient sur les tempes, le front et la nuque, parfois aussi sur les pieds. Ils croyaient que cela aidait le corps à se détendre entièrement, et le sommeil venait plus facilement. La lavande faisait également partie de leur rituel de purification. Avant certaines cérémonies, ils s'y oignaient avec des baumes aromatiques. Ils pensaient que ces plantes créaient une protection invisible contre les influences négatives. La lavande, avec son parfum clair et puissant, était idéal pour cela. Le savoir essénien ne disparut pas. Les Romains adoptèrent la lavande dans leurs bains. Les moines médiévaux la cultivèrent. Les herboristes de la Renaissance la documentèrent. À chaque époque, ces usages furent enrichis. Mais l'essentiel resta, une plante qui soigne la peau et calme l'esprit. Aujourd'hui, la lavande est connue dans le monde entier. Son parfum est associé au repos et à la détente. Mais peu savent que celle fut déjà cultivée dans le désert par des guérisseurs il y a 2000 ans. Chapitre 9. Le tongon de Propolis. Le Ceylan des apiculteurs grecs dans les collines de la Grèce antique, là où les oliviers couvraient les terrasses de pierre et où le soleil méditerranéen dorait les paysages, vivait un peuple étroitement lié aux abeilles. Les apiculteurs grecs ne récoltaient pas seulement le miel, ils connaissaient chaque secret de la ruche, chaque substance produite par les abeilles, chaque matériau servant à protéger la colonie. Parmi ces substances, le sun attirait particulièrement leur attention. Le propolis, son nom vient du grec pro, devant, polis, la cité, la substance qui protège le centré de la cité. C'était ce que les abeilles utilisaient pour sceller leurs ruches, pour fermer les fissures, pour envelopper les corps étrangers. Pour créer une barrière sanitaire, les abeilles fabriquaient le propolis à partir de résines d'arbres, peupliers, bouleaux, conifères. Elles mélangeaient ces résines avec de la cire et des enzymes de leur salive. Le résultat était une matière sombre, collante, mais une puissance remarquable. Les apiculteurs avaient observé une chose fascinante. Dans la ruche, où vivaient des milliers d'abeilles dans un espace réduit, les maladies étaient rares. L'intérieur de la ruche était étonnamment stérile, et le propolis en était la raison principale. Ils se demandèrent alors si cette substance pouvait aussi protéger l'homme. Ils commencèrent à l'y appliquer sur des plaies, des ulcères, des zones infectées. Les résultats furent clairs. Les blessures guérissaient plus proprement. Les infections reculaient. La peau se régénérait sans complications. Rapidement, le propolis devint un remède précieux dans la médecine grecque. Pour préparer le chong, il fallait d'abord récolter la substance dans les ruches, avec soin, sans trop perturber les abeilles. Les fragments sombres étaient purifiés dans de l'eau chaude. Cela permettait de séparer la cire des impuretés. On obtenait alors du propolis presque pur. Celui-ci était mélangé à de l'huile d'olive et chauffé doucement, jusqu'à obtenir un ongle homogène de couleur ambrée foncée. Son usage principal concernait toutes les plaies, coupures, écorchures, brûlures superficielles, ulcères cutanés persistants. On l'eût appliqué directement sur la peau propre, puis on bandait. On renouvelait chaque jour, jusqu'à guérison complète. Les médecins observaient même des plaies infectées s'améliorer rapidement. Mais le propolis servait aussi pour la bouche et la gorge. Les apiculteurs mâchaient de petits morceaux et constataient moins d'inflammation, moins d'essafte, moins de douleurs dentaires. Ce savoir se répandit.
Les soldats grecs emportaient du propolis en campagne. Une blessure infectée pouvait être fatale. Le propolis était leur protection. Les Romains l'y adoptèrent ensuite. Les médecins arabes l'étudièrent. Les herboristes européens le préservèrent. À chaque époque, il prouva sa valeur. Aujourd'hui encore, le propolis est largement utilisé. Ceux qui le connaissent savent que-t-ils tiennent entre leurs mains un remède vieux de plus de 2000 ans. Un cadeau né du travail des abeilles. Chapitre Tonne. Le mont de Mens, la fraîcheur des guérisseurs hébreux, dans les terres de Lys ancien Canaan, où les collines se couvraient des herbes aromatiques, et où les vallées fertiles nourrissaient des peuples entiers, poussait une plante connue de tous, la menthe. Elle apparaissait au bord des chemins, près des sources d'Ibo, dans chaque endroit humide. Elle était si commune que son aurait pu lui s'ignorer. Mais les guérisseurs hébreux savaient qu'elle possédait une grande valeur médicinale. La menthe est mentionnée dans les textes anciens, aux côtés des autres herbes utiles, à la fois comme aliment et comme remède. Les guérisseurs de ces terres avaient développé une connaissance précise des plantes locales. Ils travaillaient avec ce que la nature offrait. Et la nature offrait la menthe en abondance. Ils découvrirent que celle rafraîchissait le corps sous la chaleur accablante, que celle calmait le estomac troublé, que celle soulageait les maux de tête. C'était une plante polyvalente, simple, mais puissante. La préparation de l'oufon commençait par la récolte des feuilles fraîches, de préférence avant la floraison. À ce moment-là, les huiles essentielles étaient les plus concentrées. Les feuilles étaient écrasées dans des mortiers de pierre, jusqu'à obtenir une pâte verte parfumée. Cette pâte était mélangée à de l'huile d'olive ou à de la graisse animale, puis chauffée doucement. La tuile absorbait les principes actifs. On obtenait un ongle pâle, au parfum frais et pénétrant. L'aide d'usage principal concernait les maux de tête. On le appliquait sur les tempes, sur le front, sur la nuque. Avec des gestes doux, le patient restait au calme, dans un endroit frais. Très souvent, le soulagement venait rapidement. La sensation de fraîcheur semblait atteindre la tension profonde des muscles. Le fongo de menthe servait aussi pour les troubles digestifs. On le appliquait sur l'os abdomen en mouvement circulaire. Cela calmait les spasmes, réduisait les ballonnements, apaisait l'us inconfort. Il était également utilisé pour les douleurs musculaires et articulaires. Dès d'abord une sensation de froid, puis une chaleur douce. Ce double effet détendait les tissus contractés. Les travailleurs des champs l'utilisaient après de longues journées pénibles. Le savoir hébreu traversa les siècles. Même pendant les exils, la menthe, présente dans plusieurs régions, devint un lien entre les cultures. Les Grecs la connaissaient, les Romains la cultivaient, les médecins arabes l'y étudièrent, mais ce furent ces guérisseurs anciens qui en révélèrent le potentiel médicinal. Aujourd'hui encore, la menthe est l'une des plantes les plus utilisées au monde. Son parfum est universellement reconnu. Et ceux qui préparent encore cet ongue perpétuent une tradition vieille de plus de 3000 ans. Chapitre 11. Le nom de copal et de cacao, le baume sacré des guérisseurs mayas, dans les jungles de ce que nous appelons aujourd'hui le Mexique, le Guatemala et le Honduras, s'éleva une grande civilisation. Les Mayas, ils bâtirent des pyramides au cœur de la forêt tropicale. Ils maîtrisaient l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Ils n'écrivirent pas leurs remèdes dans des livres durables, mais leur savoir se transmit oralement, de guérisseurs à apprentis. À travers les siècles, parmi leurs préparations sacrées, il existait un ongle particulier. Il unissait deux substances vénérées, le copal et le cacao. Le copal était une résine aromatique extraite des arbres de la région. Les récolteurs incisaient l'écorce avec précision. La résine se découlait lentement, puis durcissait à les faire. Un travail délicat, trop profond, lié. Les arbres souffraient. Trop superficiel, la résine ne venait pas. Les experts savaient exactement comment faire. Cette résine était brûlée lors des cérémonies, mais aussi utilisée en médecine. Le cacao avait un statut encore plus élevé. C'était la boisson des dieux et une monnaie précieuse. Mais les guérisseurs découvrirent autre chose. La graisse extraite des fèves, la fameuse beurre de cacao, était exceptionnelle pour la peau, solide à température ambiante, fondante au contact du corps. Elle nourrissait les tissus, protégeait contre le soleil, favorisait la cicatrisation. Seule, elle était déjà un remède. Combinée au copal, elle devenait un baume puissant. La préparation se faisait avec respect. Le beurre de cacao était chauffé doucement, jusqu'à devenir liquide. Le copal était réduit en poudre fine. On le s'ajoutait lentement, en mélangeant continuellement. Puis on laissait refroidir. On obtenait un nom brun, au parfum sucré et résineux. Les Mayas associaient cette odeur au sacré,
Les guérisseurs lui utilisaient surtout pour la peau abîmée, coups de soleil, gerçures, plaies superficielles. Le beurre de cacao créait une barrière protectrice. Le copal favorisait la régénération. Mais ce baume avait aussi une dimension spirituelle. Lors des rituels, on en enduisait les participants. On croyait qu'il protégeait le corps et les âmes. Pour les Mayas, les deux étaient indissociables. La conquête détruisit beaucoup, mais pas tout. Dans des communautés isolées, le savoir survécut. Les anthropologues du XXe siècle retrouvèrent ces pratiques ancestrales. Aujourd'hui, le beurre de cacao est mondialement reconnu. Le copal est étudié pour ses propriétés, mais leur combinaison sacrée reste surtout connue de ceux qui ont conservé la tradition, un témoignage du génie médical des civilisations anciennes. Chapitre 12. Le tongan alus, huile d'olive, le grand remède des médecins grecs sur les îles de Kos, baignées par les eaux de la mer Égée, naquit un homme dont le nom devint synonyme de médecine, Hippocrate. Vers l'U 460 avant notre ère, il consacra sa vie à l'observation du corps humain. Il rejetait les explications surnaturelles de la maladie. Il cherchait des causes naturelles, des traitements basés sur les expériences. Et parmi toutes les substances qu'il utilisa, l'huile d'huile d'olive occupait une place centrale. Il lui appelait le grand guérisseur. Le olivier était l'arbre sacré de la Grèce. Ses branches couronnaient les vainqueurs des Jeux olympiques. Son huile éclairait les temples. Ses fruits nourrissaient le peuple. Mais pour Hippocrate, le follet d'huile était avant tout une médecine. Il avait observé que les plaies traitées avec de l'huile guérissaient mieux, que la peau sèche retrouvait sa souplesse, que les muscles douloureux se détendaient, sous les mains d'un masseur utilisant de l'œuf à huile, et même que certains troubles internes s'y amélioraient avec son usage approprié. Pour préparer un ongle médicinal, Hippocrate insistait sur la qualité. Il utilisait l'huile de première pression à froid, sans chaleur excessive, celle qui conservait toutes ses propriétés naturelles. On la mélangeait à de la cire de scie abeille, plus ou moins selon la consistance désirée. Plus ferme pour rester en place, plus fluide pour les massages. Les usages étaient nombreux. On le appliquait sur toutes sortes de plaies. Pour protéger et hydrater les tissus, on l'utilisait en massage thérapeutique. Pour libérer les tensions, on le fit employer pour le soin quotidien de la peau, surtout chez ceux qui travaillaient au soleil et au vent. Pour les articulations douloureuses, on le appliquait avec des linges chauds, afin que celles pénètrent plus profondément. Hippocrate les utilisait même contre la fièvre. Quand un patient brûlait de chaleur, on le s'enduisait d'huile tiède. Il pensait que cela aidait le corps à réguler sa température. Les patients ressentaient souvent un soulagement. Ce n'était pas une guérison de la cause, mais un grand réconfort pendant la maladie. Ses disciples poursuivirent son œuvre. Galien écrivit abondamment sur l'huile d'olive. Les médecins arabes l'intégrèrent à leur préparation. Les moines médiévaux préservèrent ses connaissances. À travers les siècles, l'huile d'olive resta une base médicinale essentielle. Ce qui la rendait spéciale n'était pas un mystère complexe. C'était sa simplicité, une substance accessible, naturelle, efficace. Les anciens n'y avaient pas besoin de laboratoire. Ils observaient, et ce qu'ils voyaient guérissait. Aujourd'hui encore, l'huile d'olive reste l'un des remèdes naturels les plus utilisés, un héritage vivant de la médecine antique.